l'organisation industrielle de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça fait différents modes d'intervention qui constituent la politique régionale en matière de développement économique. Alors aujourd'hui, on va plus être focalisé sur deux aides, hein, des aides directes, des subventions, qui sont les deux aides socles de la région, qui sont TPE et PME. TPE et PME sont des dispositifs qui vont venir soutenir la croissance de l'entreprise. Ce ne sont pas des dispositifs pour le démarrage, l'amorçage, hein, mais pour accélérer la croissance de l'entreprise. Et on a distingué deux tailles d'entreprises, hein, les TPE, où vous voyez le périmètre, hein, et les moyennes entreprises, plutôt moyennes entreprises, qui vont de 5 à 250 salariés et qui, sous le terme de TPE. Alors, il n'y a pas d'exclusion au-delà de ces périmètres d'entreprise et de ces grands chiffres de total bilan et de chiffre d'affaires. La seule exclusion, c'est qu'une entreprise de plus de 3 ans ne doit pas être en difficulté au sens communautaire, hein. Ce que l'Europe appelle entreprise en difficulté, c'est une entreprise qui a des fonds propres négatifs ou dont les fonds propres sont inférieurs à 50% de son capital social. C'est-à-dire que l'accumulation des déficits fait que les fonds propres ne sont pas dans ce taux de 50% par rapport aux premières lignes de capital social lors de la création de l'entreprise. Il ne faut pas que l'entreprise soit également en procédure collective, notamment en règlement judiciaire. Alors, par rapport, je dirais, à ces deux dispositifs, l'objectif, c'est de financer un projet global de développement de l'entreprise, hein, sur des thématiques de transformation écologique, sur des thématiques également de développement international, hein. Et tout de suite, vous voyez que la spécificité de ce dispositif, de ces dispositifs, c'est d'intégrer l'internationalisation dans un plan stratégique plus large, puisqu'on va pouvoir accompagner l'entreprise dans son développement sur une période de 18 à 36 mois, hein, 18 mois pour TPE et 36 mois sur PME. Donc c'est véritablement un plan stratégique de développement qui va impacter sa performance, ses résultats et également sa création d'emplois. Donc, par rapport au projet soutenu, on va soutenir, on va accompagner des projets de modernisation de l'outil industriel, hein, à travers le financement de machines et d'équipements. On va aussi financer des diversifications, des nouveaux marchés, lorsque l'entreprise va chercher des relais de croissance. Donc, c'est principalement ces 6 grands domaines de projets soutenus que l'on accompagne à la région. En termes de dépenses éligibles, donc je vous parlais d'investissements matériels et immatériels, hein, tout ce qui est, je dirais, dépenses amortissables à l'actif du bilan. On va également financer des dépenses de conseil, hein, de conseils stratégiques assez variés, hein. Ça peut être une étude de marché, mais ça peut être également un accompagnement à la certification, aux certifications, hein, à l'homologation. Ça peut être également dans le domaine de la transition écologique, des dépenses pour connaître son impact carbone à travers un bilan carbone ou faire de l'éco-conception de produits. Et là, l'entreprise va faire appel à un prestataire externe et ce sont des dépenses qui vont pouvoir être financées dans le cadre de ces dispositifs. Également du recrutement, le dispositif PME exclusivement, seulement, finance 3 recrutements structurants. Donc, recrutement structurant, c'est des recrutements de cadres supérieurs, de cadres dirigeants qui vont permettre d'améliorer l'organisation de l'entreprise. Il y a également de la propriété intellectuelle à travers des dépôts et extension de brevets à l'international. Et vous le voyez souligné en orange, on prend les dépenses de développement international
essentiellement les salons, des missions export et des VIE. On y reviendra un peu plus précisément dans ma prochaine slide. Est-ce qu'il y a des premières questions par rapport à ces premières informations? Ou est-ce que tout est clair? Moi, excusez-moi, c'est l'honneur, j'ai une question, mais peut-être que vous allez venir un peu plus dans le détail derrière, je ne sais pas. Vous dites effectivement recrutement de cadres structurants, donc 3 recrutements par entreprise. C'est 3 demandes du coup de PM-up qui permettent de travailler ce recrutement de cadres ou peut-être que je suis trop en avance. Alors, non, non, mais vous n'êtes pas en avance. Non. Euh, alors, vous, si vous êtes un peu en avance, pardon, je me contredis parce qu'on le verra dans le process de dépôt du dossier. Ok, très bien, ça Voilà. marche. Puis si je n'en parle pas, vous me le rappelez. Alors, la région aussi a défini là, dans son schéma stratégique qui a été, je dirais, élaboré en 2022 sur la période 2022-2028, des priorités régionales qui correspondent au tissu économique et ce vers quoi la région veut renforcer son attractivité. Donc, vous voyez les filières stratégiques, il y en a une petite dizaine, hein. On va retrouver l'aéronautique, l'industrie au sens traditionnel, aéronautique spatiale défense, hein. Mais également tout ce qui est mobilité durable, donc c'est plus large que la construction automobile. Il y a aussi la filière de santé, de soins, de luxe et cosmétiques, hein, qui est très présente en Île-de-France. Également, même si ça peut paraître un peu bizarre, tout ce qui est agriculture agroalimentaire. Ce que l'on sait rarement, c'est que 45% de la surface en Île-de-France sont des terres cultivées. Et si on ajoute à ça les forêts, on arrive à 70%. Donc on a parfois l'impression d'une région très urbanisée, ce qui est le cas, mais je dirais dans la première, dans Paris, première couronne et deuxième couronne, et après, c'est un peu plus, je dirais, ouvert à des activités d'agriculture, hein. Ce que l'on considère aussi comme filière stratégique, c'est le numérique, hein, et tout ce qui trait à l'industrie de la donnée, l'industrie créative, qui font appel aussi en sous-jacent à des technologies, des hautes technologies, que ce soit dans l'intelligence artificielle, dans le calcul quantique. C'est là où on va trouver les éditeurs de logiciels qui développent cette technologie. Alors, sur le côté droit, vous allez trouver les secteurs ou les activités sur lesquelles la région n'accompagne pas les porteurs de projets. Ce sont principalement soit des activités d'économie résidentielle, hein, d'économie domestique, et là on va retrouver le café, hôtel, restaurant, des activités aussi logistiques. On ne prend pas les activités d'intermédiation, de services aux entreprises, notamment les entreprises de services numériques qui, je dirais, sont une mise en relation entre un consultant et un client, hein, à ne pas confondre avec l'éditeur de logiciels, hein, mais tout ce qui est du domaine du consulting ne fait pas partie des secteurs que l'on accompagne, hein, que l'on retrouve dans le conseil aux entreprises. Les activités de négoce aussi, qui pour nous n'ont pas une grosse valeur ajoutée, hein, de négoce, donc c'est mise achat pour la revente, hein. Également les services à la personne et puis tout le domaine du secteur de la communication, communication au sens large, agence de marketing, agence d'influenceurs. Et enfin, des activités qui sont sur des marchés organisés ou régulés. Et là, on va trouver les professions libérales, mais aussi les activités financières et assurances, hein. Donc, ces activités-là ne sont pas retenues lors du process d'instruction. Je peux avoir J'aurais- une J'ai une petite question, question excusez-moi. sur ce sujet. Oui, J'ai une Oui, petite question peux avoir une sur ce question, sujet. pardon.
En fait, Ouais. si on est dans le cas, parce que j'ai été abordée il n'y a pas très longtemps par une entreprise qui était dans ce cas-là, une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est vêtements, de collection relativement haut positionnement, mais qui malheureusement, enfin, a toute la partie création, design, etc. en Île-de-France, mais qui a des fournisseurs et des sous-traitants qui fabriquent selon ses patrons à l'étranger, en Europe. Est-ce que ce genre de schéma peut être éligible à vos procédures? Alors, il peut être éligible, donc là, ça demande véritablement une instruction, je dirais, en profondeur, où on va regarder, je dirais, l'engagement responsable, écologique, durable. Hein. Est-ce qu'il y a dans sa production, dans sa chaîne de valeur, cette notion de travailler avec des matériaux écologiques. Hein. Je me souviens sur une chaussure, un fabricant qui faisait avec une semelle à base de végétaux, une semelle végétale. Donc ça va constituer un point d'ancrage, un point fort. L'autre point, c'est effectivement, on va regarder où est la production. Alors, euh, nous, notre objectif, c'est de réindustrialiser l'Île-de-France, donc de promouvoir cette réindustrialisation décarbonée. Donc ça, c'est, je dirais, le point de départ. Après, on élargit effectivement géographiquement à d'autres régions, à la France et aussi à l'Europe. Hein. On va regarder tout ça. Si c'est pour importer des produits de plus loin, c'est-à-dire de Chine, d'Asie, là on n'ira pas. Hein, là on n'ira pas. Sur effectivement la conception en amont et puis la réalisation des produits par un partenaire industriel, comme je vous le dis, ça se regarde. Pour parler simplement, il y a une chaussure qui rentre dans la boîte, mais la deuxième, pas complètement. Hein. Hmm. On va regarder aussi les projets de croissance, les retombées sur l'emploi en Île-de-France. Hein. On va regarder s'il n'y a pas quand même un petit peu de production, mais ça fait partie effectivement des dossiers qui sont dans une zone grise. On va plus s'attacher à l'aspect qualitatif, notamment en termes d'engagement transition écologique environnementale, si on accompagne ce porteur de projet. Oui, D'accord, je vous remercie. j'ai aussi une question à Sophie de SR2C, une question pour Monsieur Maurier. En fait, sur la classification de non-éligibilité pour un conseil, cabinet de conseil, hein, donc tout à l'heure on a parlé pour les intermédiaires comme ça. Imaginons mon cabinet a décidé d'ouvrir une antenne à Shanghai pour supporter mes clients français sur place. Du coup, je veux recruter VIE. Ce VIE, clairement, c'est pas dans votre dispositif de subvention, c'est ça? Ah, si, là, vous l'avez là. Je vous ai fait un slide sur les dépenses éligibles, les dépenses, un zoom sur les dépenses éligibles à l'international. Donc, on va prendre les salons internationaux hein, dans Ça, cette c'est rubrique. pour, ça, c'est Oui. pour mon client. Ça, c'est pour mon client, je suis d'accord. Mais pour mon propre cabinet de conseil, tout à l'heure, j'ai vu Ah ben non, si vous la êtes, non, liste, pardon, je sais pas, voilà, pardon, sur la j'avais liste pas à compris. droite. Non, si vous êtes dans le domaine du conseil, non, Même on je va veux pas inclure. recruter un VIE sur place pour ouvrir une antenne pour mes propres activités. C'est pas Non, parce que possible, là, c'est c'est ça? du conseil et c'est pas les priorités. Ça rentre pas dans les priorités définies par les D'accord, ONU. Hein. d'accord. Euh, Merci. on est vraiment Juste pour sur des chaînes de être précis, valeur ouais. complètes, sur des chaînes de valeur complètes, voilà. Euh, D'accord. Merci pour la précision, oui. Voilà. Merci. Alors, j'ai oublié de dire, effectivement, c'est que, il faut que l'entreprise, bien évidemment, ait un établissement immatriculé en Île-de-France. Hein. On est sur un périmètre d'aide régionale et donc il faut, oui, un établissement, un numéro de SIRET francilien. Ça, c'est important parce que surtout avec les nouvelles formes de travail où parfois les entreprises qui ont leur siège dans les régions
mais qui ont besoin d'avoir une plateforme en Île-de-France, passent souvent par des tiers-lieux et des lieux de coworking, mais n'ont pas de personnalité, d'entité juridique en Île-de-France. Donc ça veut dire que aussi les salariés sont immatriculés sur l'URSSAF hors Île-de-France. Donc on va regarder ça. C'est un point de vigilance hein, qui apparaît de temps à autre. De temps à autre, hein. Donc bien vérifier, pas nécessairement le siège social en Île-de-France, mais à minima un établissement. Je referme la parenthèse. Donc, salons internationaux, donc vous voyez, hein, on va prendre les locations, l'installation de stands et puis les frais de communication hein, qui sont liés au salon. Au salon. En termes de propriété intellectuelle, donc là, je vous l'ai dit, tout ce qui est extension de brevets hein, en Europe et au-delà de l'Europe, c'est souvent des dépenses importantes. Le financement de la propriété industrielle concerne exclusivement les brevets. Hein, on n'est pas dans les marques et dans les dessins. Vous avez la catégorie conseil, alors qui est vaste et qui est large, hein, puisqu'on va partir de l'étude de marché, on va partir aussi de recherche de partenaires pour choisir son circuit de distribution, son réseau de distribution. Est-ce que c'est un agent commercial? Est-ce que c'est un distributeur? Enfin, comment tout ça peut être, euh, peut être choisi par l'entreprise. Conseil juridique, tout cet apport dans le domaine des règlements, hein, que ce soit pour l'accompagnement sur la rédaction d'un contrat de travail, de conditions générales de vente, de statut en droit des sociétés, vont pouvoir être financés lorsque l'entreprise s'ouvre à l'international. J'ai parlé de la certification et de l'homologation hein, pour entrer de leur marché, et puis également tout ce qui est frais de traduction et d'adaptation des sites Internet sont des dépenses qui peuvent être prises en charge. La caractéristique de ces dépenses de conseil, c'est que ce sont des prestations qui sont stratégiques pour l'entreprise, qui sont spécifiques et qui sont ponctuelles et qui sont réalisées par un prestataire externe à l'entreprise. Ça ne peut pas être, par exemple, dans le domaine de la communication ou du marketing, avoir une collaboration sur une période de 2 ans avec un cabinet marketing. Il faut véritablement identifier la prestation qui est confiée au cabinet. Par exemple, élaboration d'une stratégie de communication digitale sur l'Allemagne. Là, c'est bien précis, c'est bien défini, et ça va donner lieu à un travail de consulting. Hein. En revanche, avoir une ressource commerciale ou marketing que l'entreprise peut solliciter lorsqu'elle en a besoin, là, ça ne va pas être possible. Hein. Donc ça, c'est un point important également. Et puis, on accompagne, là, je reprends un peu, les VIE, hein, les volontaires internationaux en entreprise. Et là, on va financer à un taux de 50%. Hein, toutes ces dépenses sont financées au taux de 50%. Les indemnités et les frais de protection sociale. On ne va pas, après, on laisse à la charge de l'entreprise si elle veut aller plus loin vis-à-vis de son VIE pour le transport, pour son logement. Mais ça c'est du domaine du choix de l'entreprise. Alors, je vois qu'il y a deux Alors, questions. oui, 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 absolument. Donc, Sylvia, tu avais deux questions. Oui, bonjour. Désolée, j'ai eu quelques soucis de connexion, donc je participe un petit peu en retard. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà expliqué mes deux questions, hein, mais donc la première concerne ce que vous venez de dire au propos des sites, hein. Donc, les frais de traduction et adaptation des sites Internet, c'est éligible, hein. Maintenant, tout ce qui est au-delà, c'est-à-dire la vente sur des plateformes de marketplace ou un travail aussi du référencement naturel dans les moteurs de recherche, est-ce que c'est toujours des interventions qui sont éligibles et financées? Ça, c'est la première question. Ouais. Et si vous voulez, la deuxième, en fait, je voulais savoir si vous êtes à connaissance
des dispositifs similaires proposés par d'autres régions en France, hein. Voilà. Donc, c'est Alors, je vais vous l'Île-de-France qui répondre fait ça. je vais commencer par la deuxième question. Il y a dans d'autres régions ce qu'on appelle un guichet export, hein. La spécificité, c'est ce que je disais en préambule, c'est que notre dispositif TPE-PME peut être un dispositif d'accompagnement global pendant une période de 12 à 18 mois. Donc, si vous voulez, on n'est pas constitué comme guichet export, guichet conseil, guichet investissement, guichet propriété industrielle, intellectuelle, on n'est pas constitué comme ça. On a un accompagnement global sur différents axes du développement qui vont constituer le socle du développement de l'entreprise, hein. Par exemple, amélioration des capacités de production, optimisation de la chaîne de valeur, développement international, hein. Et tout ça va être groupé dans ce que l'on appelle un plan de développement qui va soutenir la stratégie de développement que l'entreprise va nous présenter. Ça, c'est le choix de la région Île-de-France. Il y a dans les autres régions des guichets export qui sont plus effectivement, comme leur nom l'indique, fléchés vers des dépenses exclusivement à l'export, hein. C'est pour ça aussi que nous, la caractéristique de ces dispositifs, c'est qu'on ne finance pas un plan qui soit mono-axe, hein. Un plan, par exemple, qui serait présenté avec que des dépenses à l'export. Si le projet effectivement est intéressant, lors de l'instruction, on s'adressait à l'entreprise pour voir si sur une période de 12 à 36 mois, elle n'envisage pas d'autres investissements dans d'autres axes stratégiques, hein. C'est vrai pour l'international, c'est vrai par exemple pour le recrutement, hein. Un plan avec 3 recrutements structurants, on n'irait pas parce que on dirait le plan est limité par rapport, je dirais, à l'esprit et aux objectifs du dispositif. Alors, donc ça c'était la deuxième question, pardon. Et la première, vous la reprenez s'il vous plaît? Écoutez, c'est à propos des Oui, ça frais. y est, j'y suis. Pardon, j'y suis. La première, alors, on distingue, si vous voulez, ce que l'on appelle les dépenses de fonctionnement courant de l'entreprise, hein, qui sont, je dirais, réalisées dans le cadre d'un exercice financier. Et tout ce qui est dépenses de communication, tout ce qui est dépenses d'animation promotionnelle font partie des charges de fonctionnement courant de l'entreprise. Donc ça, on ne va pas le prendre. C'est pour ça que je précisais sur le conseil que c'était une prestation spécifique qui était stratégique et qui allait bénéficier effectivement à l'entreprise pendant plusieurs exercices, hein. Dès qu'on est sur des charges courantes, là, on n'y va pas, Mais hein. justement, c'est en fait parce que là, vous parlez uniquement du site internet, hein. Et ma question concerne les marketplaces parce que on peut bien faire de la vente en ligne via un site web, mais on peut aussi faire de la vente en ligne sur des plateformes tierces et notamment des marketplaces. Oui, mais c'est de l'animation commerciale. Non, non, bah si une entreprise n'est pas sur des marketplaces, il faut quand même démarrer, créer une boutique sur les marketplaces. Donc, il y a de la création d'un actif immatériel sur des plateformes externes. Donc, ce n'est pas le site web de l'entreprise, hein, ça peut être Amazon ou autre, mais il faut quand même créer des boutiques pour les Ah entreprises. oui, d'accord, ok. Ah oui, alors, ok, d'accord. Alors là, oui, effectivement, parce que là, ça va correspondre à la création, comme vous dites, de la plateforme, un petit peu comme un site web. Et là, on va considérer que c'est de l'investissement immatériel, D'accord, ouais, hein. ok, très Euh, bien. voilà, mais effectivement, tout ce qui est push-pull, enfin tout ça, non, c'est du développement commercial, enfin c'est de la prospection commerciale, c'est de l'animation commerciale. Donc c'est pas possible de le financer dans ce dispositif, hein. Ok, bien Mais compris. effectivement, voilà. Ouais. Merci Euh, beaucoup. Léonore, hein. Pardon? Oui, Oui, allez-y. j'avais aussi des questions parce que, alors la première, c'est est-ce que sur tout ce qui est salon, si une entreprise participe à un salon dans le cadre d'un pavillon collectif porté par Business France ou autre, la prise en charge, elle est aussi possible? Ou est-ce que c'est une entreprise qui décide d'aller seule sur un salon? Voilà. Ou est-ce que, par exemple, c'est possible Oui. si je suis sous pavillon Hmm. France? Et ensuite, ma deuxième question, c'est que pour les dépenses plutôt conseils, études, etc., et salon d'ailleurs, enfin, toutes les dépenses que vous prenez à l'international, elles font aussi l'objet de prise en charge, en tout cas de financement dans le cadre de l'assurance prospection. Est-ce que c'est cumulable? Notamment, une entreprise peut avoir un dossier d'AP BPI et en même temps solliciter, alors pas pour faire double financement, hein, mais
pour également solliciter un dossier, enfin, un TPE ou PME. Alors, sur la première question, il est possible de faire un salon avec, enfin d'être hébergé avec d'autres partenaires. Le souci sur Business France, c'est que s'il y a un financement, ce qui est en général le cas public du salon, et que nous, dans notre jargon, l'entreprise qui veut participer paie le ticket modérateur, ça ne va pas être possible. Hein. Mais deux entreprises qui se mettraient ensemble pour faire un salon, effectivement, à partir du moment où l'entreprise nous présente une facture avec sa quote-part, nous, on la prend, c'est éligible. Hein. Voilà, c'est vrai également pour BPI des fois où effectivement il accompagne, enfin il fait certaines actions, certains événements. Et d'ailleurs, si on le regarde bien, il précise effectivement qu'il y a un financement public. Et nous, effectivement, on ne peut pas. Le principe des aides publiques, comme vous savez certainement, c'est qu'il n'y a pas de cumul de deux financeurs sur une même ligne de dépenses. Hein. Il y a des exceptions, mais c'est un peu le principe. Alors, euh, les cumuls entre, ou la possibilité de bénéficier de la subvention avec l'assurance prospection, euh, il fut un temps où c'était possible. Il y avait un accord entre Business France sur les prestations Business France et BPI International. D'accord? Il serait intéressant de savoir, et ça c'est de mon côté, si cet accord de possibilité de financement par la subvention à une dépense qui est dans le plan, dans l'assurance prospection, est toujours en activité. Donc, à voir. Ce que l'on a l'habitude de faire quand l'entreprise a véritablement un plan ambitieux sur plusieurs zones géographiques à l'export Mm. et qu'effectivement elle a sollicité l'assurance prospection, c'est de faire un petit peu un gentleman agreement et un tri entre ce qui peut être financé par la région et ce qui peut être financé par l'assurance prospection. L'assurance prospection, comme vous le savez, couvre beaucoup plus de dépenses, hein, que les salons, le conseil, les brevets et le VIE. Hein. Donc là aussi, ça s'étudie lors de l'instruction, hein, et j'y viendrai dans le process d'instruction. Alors, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 55 000 euros. Et on a introduit en 2022 une bonification sur des projets qui sont localisés dans les zones de reconquête économique. Hein. Donc on a identifié une vingtaine de zones de reconquête économique sur le territoire francilien qui regroupent 408 communes, représentent à peu près un tiers de la population Île-de-France, voilà, qui ont, je dirais, besoin d'être aidés dans leur développement économique, renforcer leur attractivité. Là, on va trouver des zones qui sont par exemple, la vallée de la Seine, ou des zones qui sont en mutation industrielle. On va trouver aussi les plateformes aéroportuaires. On va trouver aussi en Île-de-France tout ce qui est le sud de la Seine-et-Marne. Donc là, il va être possible de bonifier de 50% ces deux dispositifs et de passer à 82 500 et 375 000 euros. Alors ça, c'est une première possibilité de bonification. La deuxième, c'est quand l'entreprise va nous présenter un projet, comme il est écrit, à fort impact écologique, hein, un projet de transition écologique marqué, marqué. Et là, on va effectivement bonifier la subvention au regard du projet. Euh, si l'on regarde les critères de sélection, donc vous voyez, il y en a quelques-uns. Hein. Les engagements environnementaux, hein, ça c'est important. La viabilité financière de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est en capacité de financer sa croissance et son plan de développement, puisque la subvention n'intervient qu'après la réalisation de la dépense. Hein.
Si l'entreprise n'a pas la possibilité parce que la trésorerie est trop serrée ou parce que les ressources financières sont insuffisantes, la subvention ne lui servira pas, hein. Donc c'est là où on va regarder effectivement cette viabilité, la pertinence de la stratégie, important le potentiel de création d'emplois. Ça, c'est une volonté forte, c'est-à-dire il y a un petit peu un gagnant-gagnant. L'entreprise sollicite de l'argent public. Quelle est, je dirais, la contrepartie et quel est l'engagement en termes de création d'emplois lié au projet? Pour information, sur 2024, la moyenne de création d'emplois était de 16. Alors, je pondère des projets accompagnés, je pondère tout de suite parce que 16, c'est une moyenne. Et donc, on regarde non pas si l'entreprise est dans les 16, mais on va apprécier par rapport au secteur d'activité, hein. Un modèle start-up, normalement, doit créer beaucoup plus rapidement d'emplois qu'une entreprise de mécanique de précision qui va vouloir garder sa compétitivité et se moderniser avec des investissements industriels très importants, hein. Voilà. Potentiel de développement international, ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Et puis la contribution au développement de l'Île-de-France. Et là, on va croiser par rapport à est-ce que c'est par exemple, est-ce que ça va renforcer ou participer à la structuration d'une filière? Est-ce que le projet est localisé dans une zone de reconquête économique? Est-ce que l'entreprise a des engagements en termes de favoriser l'inclusion des publics en difficulté, hein? Tout ça va être plus une notion un peu qualitative, un peu globale au niveau du territoire, hein. Vous trouvez donc les liens utiles, hein. Donc, deux premiers liens qui sont des liens d'information, hein. Ce sont des fiches qui sont disponibles sur le site île-de-france.fr, où là, en fonction de ces deux, vous allez avoir une fiche informative. Et puis, pour déposer le dossier, donc c'est une plateforme de dépôt qui s'appelle mesdémarches.île-de-france.fr, où là, vous allez suivre le parcours et je vais vous l'expliquer après ce slide. Nous faisons des webinaires d'information tous les mois, hein, donc tous les mois, donc de 9h à 10h30. En général, c'est le vendredi. Donc le prochain est le 14 février. C'est ouvert à tous, hein, que ce soit les entreprises ou les partenaires de l'écosystème d'accompagnement. Voilà, et ça permet également d'échanger, hein, comme on le fait, avec les participants pour répondre à leurs questions. Process d'instruction, donc c'est un dépôt qui se fait au fil de l'eau. On n'est pas sur un appel au projet avec une date d'ouverture et une date de fermeture, hein. Le dispositif donc est ouvert. C'est un dispositif, comme je disais, un dispositif socle, ces deux dispositifs socles de la région, donc qui ont vocation. Alors, je ne sais pas si c'est d'être permanent, oui, mais je pense que sur l'échéance de 2028, le dispositif a toutes les chances de continuer jusqu'en 2028. Alors, on a fait un travail important de simplification du dépôt des dossiers, hein, où on a fait un petit peu du ménage pour ne garder que ce qui nous semblait important de connaître de la part de l'entreprise. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a scindé en deux l'instruction avec une première étape de préqualification, hein, où l'entreprise va nous mettre dans les démarches son activité, présenter rapidement son activité, son projet, les retombées attendues en termes de chiffre d'affaires et également de création d'emplois. Elle va y ajouter ces deux dernières alias fiscales. Elle va nous envoyer. Et là, un agent de la région va prendre le dossier pour faire une première instruction qu'il va présenter à un comité de présélection dans un délai de 20 jours à compter de la date de dépôt du dossier. Et puis, à l'issue de ça, le comité de sélection, lorsqu'il se positionne favorablement,
on va rentrer dans une instruction approfondie. Et là, il va y avoir un contact direct avec l'entreprise, puisqu'il va y avoir une réunion de travail que l'on appelle diagnostic dans les locaux de l'entreprise. Et à cette étape-là, on va demander effectivement des pièces complémentaires, notamment un plan de développement qui soit finalisé. Hein, donc, quels sont les axes, quelles sont les actions, quelle temporalité, quel montant budgétaire, puisque là, on va aller jusqu'au calcul de l'assiette et du montant de la subvention. Hein. Et puis, l'autre chose, ça va être le budget prévisionnel sur une durée de 3 ans, hein, donc l'année en cours plus projetée sur 3 ans, sur une analyse qui va nous permettre de faire une analyse financière et des retombées attendues pour l'entreprise en termes de chiffre d'affaires, en termes de structuration financière, en termes également sur des agrégats financiers de besoins en fonds de roulement, de fonds de roulement. Là, on va rentrer dans une partie analyse financière. Le dossier va être présenté. Alors, à l'issue de cette réunion, il va y avoir un compte-rendu qui va être envoyé au jury régional, hein, qui va sélectionner les dossiers qui lui sont présentés. Alors, à ce stade, lorsque l'entreprise est à ce stade d'instruction approfondie, elle a 90% de chances que son dossier soit soutenu par la région, hein, puisque le jury s'appuie sur l'avis des services, sur la recommandation, hein, et donc il garde sur l'année, hein, 90% des dossiers. Le jury régional est composé d'élus. Il est également composé d'experts, hein, d'experts en fonction des domaines. Donc, il y a dans la mobilité, dans l'industrie. Il y a également des financiers, parmi lesquels BPI et Banque de France, mais également des business angels. On est sur un angle assez financier. Et puis, il y a également un représentant des conseillers du commerce extérieur de la France qui se joint à un représentant de Team France Export, Business France et CCI. Donc, c'est un jury pluridisciplinaire et qui, je dirais, confronte leurs points de vue pour se positionner sur un avis à transmettre à l'entreprise. Lorsque l'entreprise n'est pas retenue au stade du comité de présélection, l'agent instructeur va revenir vers l'entreprise pour lui donner des éléments de compréhension pour lesquels son dossier n'a pas été retenu. Et s'il y a des nouveaux éléments, le dossier peut être représenté à nouveau. Hein, donc la porte n'est jamais fermée. La porte n'est jamais fermée. Donc je dirais, tout ça est numérisé, digitalisé, mais il y a quand même une prise en charge et un accompagnement par un agent de la région tout au long du process. Hein. Tout au long du process, je dirais, d'instruction, et quand l'entreprise a un avis favorable sur l'accompagnement et le suivi, comme je disais, pendant 18 à 36 mois. Hein. Donc il y a une relation de travail qui se crée et l'agent de la région est là pour accompagner l'entreprise dans la mise en œuvre de son plan, voire l'ajuster, l'adapter pendant la période de 18 à 36 mois. Alors, pour terminer, j'avais quelques exemples d'entreprises. Alors, vous voyez, TPE, donc là, il était spécialisé dans, vous allez retrouver ça, Madame Lanois, dans la conception de chaussures. Et ces chaussures étaient produites en France et en Europe. Hein. On sait qu'effectivement, tout ce qui est chaussures, prêt-à-porter, vêtements, il y a encore un peu de production en France, en Europe, principalement dans le sud de l'Europe. Hein. Et donc là, le projet était d'aller sur la zone états-unienne. Et donc, on l'avait accompagné dans l'élaboration de sa stratégie de communication. Et puis, un salon à New York et puis un autre à Milan, en Europe. Et là, dans le domaine de l'aide, avait été de 22 500 euros. De 22 500 euros. Un autre exemple, donc PME, là, un peu plus important. Hein, donc, l'entreprise, vous le voyez sur le côté, en fait, faisait une machine, hein,
qui permettait de réutiliser un contenant donc avec une technologie qui était peu consommatrice en eau, et puis avec un système de séchage. Donc là, c'était une innovation de la part de l'entreprise. Et donc, on l'avait accompagnée sur des recrutements, sur des moules, puisqu'elle fabriquait à travers un partenaire industriel. Et puis, sur les Pays-Bas, où elle avait fait appel à un VIE. On est allé plus loin, puisqu'on l'avait accompagnée aussi au CES de Las Vegas, hein. Et là, l'aide avait été de 150 000 euros. Une autre entreprise rapidement, une green tech, qui développait un logiciel qui était embarqué pour, euh, pour identifier les mauvaises herbes. Ça s'adressait plus aux grands espaces et lui, ses marchés de référence, c'était l'Australie, le Brésil, le Canada, donc les grandes plaines. Et il souhaitait effectivement aller plus loin sur ces marchés-là, hein, Australie, Brésil. Et nous avons financé des études de marché, des brevets sur les zones, là on est dans le grand export, hein, sur ces zones définies, et on avait été sur une aide de 250 000 euros. Alors je vois qu'il y a une question, Oui, Éléonore. encore moi. Je me demandais, en fait, du coup, effectivement, il y a un projet global qui est présenté de croissance, donc l'entreprise qui a un vrai projet de croissance. Euh, sur 18 à 36 mois. Les dépenses, ensuite, elles sont étudiées au fil de l'eau avec le conseiller. Par exemple, voilà, j'ai un dossier, je souhaite sur le développement à l'international participer à tel salon. Il fait la demande auprès de son conseiller et c'est un peu au fil de l'eau. Oui, Parce que le plan d'action enfin, parfois le plan d'action sur 3 ans, il est un peu pas difficile. alors oui, alors, ça fait partie de l'exercice. Alors la première année, oui, l'entreprise arrive assez facilement. La deuxième, c'est moins sûr, mais à la troisième, alors c'est là où le conseiller est là pour aider, hein. Le conseiller est là effectivement pour déjà dire oui, ça c'est effectivement c'est possible de financer, ça c'est pas possible, hein, et puis accompagner effectivement sur d'autres dépenses si nécessaire, si pertinent. Alors tout ça se résume dans ce qu'on appelle un plan de développement. Hein. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Vous voyez, donc, sur le côté droit, nom de l'entreprise, plan de développement, on vous fournit des modèles types qui sont à renseigner, hein, mais qui sont à renseigner, je dirais, on vous les demandera lors du stade d'instruction approfondie, hein. Ce n'est pas nécessaire au stade de la pré-instruction, enfin de l'instruction, la première instruction sur dossier, hein. L'entreprise nous donne effectivement son projet, en gros, et quels sont les grands axes de son projet, mais elle n'a pas besoin de formaliser, de mettre à une échelle de temps et d'avoir un budget très précis, hein. Voilà. Certaines entreprises, lorsqu'elles nous envoient son dossier, le font, hein, parce qu'elles sont rentrées déjà dans ce travail d'identification des actions. Ça permet de définir, hein, le projet de façon plus précise, et puis aussi de l'approcher d'un point de vue budgétaire, hein, puisque de l'approcher d'un point de vue budgétaire. Voilà, donc c'est là où donc les documents, vous avez les documents qui sont disponibles sur le site internet, aux pages là, qui sont indiquées, où vous avez le guide du candidat, hein. Vous avez aussi un document important qui s'appelle la notice des dépenses éligibles, où vous avez 3 colonnes, mais principalement, je dirais, deux, les dépenses qu'il est possible de financer et de ne pas financer. Par exemple, dans le recrutement, on ne va pas financer le cabinet de recherche du collaborateur, hein. Donc, il y a des exemples, il y a aussi une FAQ. Donc, tout ça est très, très pratique. Et puis, il y a des documents, effectivement, soit des documents de référence, notamment le cadre d'intervention, ou des documents qui seront nécessaires lorsque l'entreprise rentrera dans la deuxième phase de l'instruction. Il y a une boîte mail qui s'appelle aide économique au pluriel à tildefrance.fr, qui n'est pas un chatbot, hein. Donc, il y a une personne, il y a un agent de la région qui répond. C'est un premier niveau d'information, hein, c'est un premier niveau d'information. Lorsque la question est plus pointue, il renvoie
vers le référent du dispositif qui va prendre contact avec l'entreprise pour avoir un échange et une meilleure compréhension. Voilà, Eh bien, écoutez, ce que j'ai terminé. très bien. Terminé. Donc Jean-Pierre avait une question, il me semble. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez montré des exemples d'entreprises industrielles, ou en tout cas, je comprends qu'elles sont plutôt, ou qu'elles ont une solution type technique, elles ont un produit. Est-ce que dans quelle mesure les entreprises de services peuvent aussi bénéficier de cet accompagnement? Alors, c'est ce que je disais, les entreprises de services ne font pas. Alors, je vais peut-être reprendre la grille des priorités Sachant que la régionales. France est plus forte aujourd'hui dans les services que dans Ouais, que dans l'industrie, comme vous le savez. oui, mais justement, c'est pour ça que nous, on essaye, enfin que la région essaye de renforcer ce côté industriel, manufacturier, même si c'est pas facile et on n'est pas les mieux placés, mais c'est ce sur quoi on travaille. C'est ce sur quoi on travaille, hein. Mais c'est vrai un bureau d'études qui définit des solutions pour un acteur industriel et qui va, je dirais, faire fabriquer ces solutions en dehors de l'Europe, on ne va pas le retenir, hein, on va pas le retenir. Euh, on ne va pas le retenir, non pas par rapport, je dirais, à la qualité du projet, mais par rapport aux priorités quand est définies dans le schéma stratégique au niveau de la région que l'on appelle Impact 2028. Mhm. Euh, Et voilà. par exemple, une société qui a une activité de relais commercial à l'international, qui offre un réseau commercial à l'international, vous voyez, comme faisaient par exemple les sociétés japonaises dans les années 80, vous aviez ce qu'on appelait les marketing companies. Les anglo-saxons enfin, notamment les Anglais, ont créé beaucoup de ce type de société, ou en tout cas ont permis la création de ce type de société notamment enfin, à l'international et dans des pays différents. Ces sociétés, elles sont au service en fait de l'industrie UK, vous voyez. Et Mm. bon, voilà, c'est un exemple, hein. Et je pense que nous, par exemple, sur un certain nombre de continents, par exemple l'Afrique que je connais bien, il n'y a pas ce genre de société, si vous voulez. Et en fait, pour faire le marketing, pour faire la communication, pour faire le business development, il n'y a pas de société, il y a que des indépendants à droite à gauche, mais il y a pas de sociétés privées, si vous voulez, qui sont orientées vers ce type d'activité. Et ce que je vois, c'est que, enfin, c'est ce qu'on essaie de faire nous avec Convergence, il y a un besoin de ça. Vous voyez, moi je suis, enfin voilà. Et donc nous, on a des projets avec des sociétés françaises que l'on essaie d'accompagner, vous voyez, sur les marchés export. Voilà, donc je trouve. Après, moi, j'ai pas forcément le temps de faire les dossiers pour ce genre de. Mm. Enfin, il y a toute une procédure que vous avez expliquée. Bon, voilà, il y a des gens qui savent très bien passer le temps administratif pour leurs clients. Moi, j'ai pas le temps de faire ça. Par contre, je veux bien monter un dossier pour moi-même, si vous voulez, mais à condition que il y ait une logique, Oui, mais voilà, que là, ce soit comme je vous dis, possible. par rapport aux filières industrielles, aux filières numériques, aux filières, là, le dispositif, il est pas calibré pour votre activité, hein. Non, c'est Il clair. n'est pas calibré pour votre activité. Il y a d'autres, mais bon, et c'est ce que je présentais en début. Il y a d'autres modes d'intervention. Maintenant, est-ce que c'est adapté aussi à votre activité? Bon, je suis pas sûr qu'avoir une garantie régionale sur de l'emprunt, ce soit véritablement votre souci. Je suis pas sûr qu'un accompagnement avec le centre technique des industries métallurgiques, ce soit aussi votre, voilà. Donc, hein, Peut-être que je vous contacterai oui, peut-être pour spécifiquement réfléchir, on peut réfléchir également. pour approfondir. Ce que j'ai, Et, oui, enfin, ça vous concerne moins par rapport à la fédération, mais
on ne finance pas des dépenses de R&D hein, également. Il y a un autre dispositif qui s'appelle InnovUp à la région, qui là va financer véritablement des dépenses de recherche et développement depuis le projet jusqu'à l'expérimentation. Par exemple, dans la notion, dans les cadres sur la rubrique recrutement, un ingénieur développement ne pourrait pas être financé puisque là, on considérait que c'est de la R&D. Oui. L'arsenal, effectivement, à D'accord. disposition de nos entreprises qui est assez large, on l'a bien compris. Éléonore, je vois encore votre main debout. Est-ce que vous avez encore une question ou est-ce que vous avez simplement oublié de la retirer? J'ai juste une dernière question. Oui, oui, Plus très bien. sur le On côté tirera avec technique. vous. En fait, je me demandais, parce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, si je reviens plutôt sur la mise en œuvre opérationnelle pour les entreprises, hein, c'est que la subvention, elle intervient effectivement lorsque l'entreprise a engagé sa dépense. Hum. Est-ce que c'est dépense par dépense ou est-ce que c'est par exemple, on regarde la première année, tout ce qui a été dépensé sur différents sujets et on fait intervenir la subvention ou c'est vraiment action par action? Alors, c'est pas action par action, c'est-à-dire que l'entreprise, lors de l'instruction, je dirais, on valide un plan de développement hein, qui va permettre de calculer l'assiette et puis à partir des taux, donc sur les dépenses de prestations de conseil, de recrutement international, c'est 50% et sur ce qu'on a coutume d'appeler le CAPEX, c'est 20% si l'entreprise est moins de 50. Hein. Donc ça nous permet effectivement, à partir d'une assiette éligible de dépenses éligibles, de calculer le montant de la subvention. Hein. Donc, comment elle va faire Au fur et à mesure du développement, de la mise en œuvre de ces dépenses, elle va nous remonter des factures, hein, des factures, et c'est ce qu'on appelle un appel de fonds, hein, et c'est sur la base de ces factures que l'on va mobiliser la subvention, un petit peu comme un droit de tirage. Alors, quand je dis 36 mois, alors c'est pas séquencé année par année, hein, c'est le rythme de l'entreprise. Il y en a qui vont très vite, et puis il y en a d'autres, ça s'étale un petit peu plus, et puis il y en a d'autres qui vont pas au bout, hein, puisqu'il y a une date de caducité. Quand on dit 36 mois, c'est-à-dire c'est par rapport à une date de caducité qui est connue à partir du moment où l'entreprise va demander un premier versement. Hein. Et elle peut le Donc demander c'est voilà. elle peut le demander au bout de combien de temps, ce premier Au- au- versement? Elle a un an pour demander. Et elle peut demander également une prolongation de ce délai de un an. Hein, donc, vous voyez, ça étale quand même. Ça étale quand même. C'est-à-dire qu'au plus loin, elle peut aller jusqu'à 5 ans. Bon. Alors après, on s'aperçoit que déjà dans la définition de ce qu'on appelle le plan de développement, à 3 ans, c'est loin. Mais quand l'entreprise arrive à 4, 5 ans, c'est plus le même plan parce que le contexte marché n'est plus le même. Et là, ça nous pose aussi, je dirais, des questions par rapport à cette condition d'incitativité du projet. Hein. Euh, donc c'est plus. Combien de Voilà. fois l'entreprise peut-elle vous solliciter sur ces appels de fonds? Est-ce qu'il y a un maximum? Alors nous, dans les pratiques, on dit 2 fois par an. Hein. 2 fois par an, voilà. C'est un traitement qui est assez long. Hein, c'est un traitement de 8 à 10 semaines entre le moment où l'entreprise dépose ce qu'on appelle sa demande de subvention, son appel de fonds, et reçoit le virement. Le virement. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'elle ait la trésorerie suffisante. Alors, je vais apporter un élément facilitateur, c'est que lorsque l'entreprise a une trésorerie tendue et dans la possibilité de démarrer le projet, la région va pouvoir lui verser 30% du montant de la subvention, hein. Qui n'est pas un montant, une ligne pendant toute la durée du projet, puisque dès que l'entreprise présentera des dépenses, on leur rapprochera par rapport à l'avance en lui disant vous avez une avance, on déduit le montant de cette avance. Hein. Euh, voilà, voilà, voilà. D'accord. Donc après, sur la partie analyse financière de ce que l'on regarde, on ne regarde pas tant la rentabilité, on ne fonctionne pas avec des critères de rentabilité. Hein. On regarde là encore véritablement la structuration financière.
est-ce que l'entreprise, effectivement, est suffisamment capitalisée pour avoir accès à de la dette bancaire? Est-ce que son partenaire bancaire va le suivre? Donc, ça va être surtout le critère d'appréciation. On va regarder aussi, et ça c'est un long débat chez nous, c'est la distribution de dividendes, hein. Où lorsqu'il y a distribution de dividendes, bah, on essaye de comprendre, est-ce que c'est une rémunération des actionnaires ou est-ce que c'est dans le cadre d'une transmission d'entreprise, dans le cadre d'un remboursement du dette senior, dans le cas d'endettement pour acquérir une entreprise. Donc tout ça s'apprécie, mais c'est un point de vigilance. On regarde bien évidemment la traction à venir, mais aussi ce qui s'est passé avant, hein. Une entreprise qui, je dirais, serait en déficit les 2 dernières années et puis les 3 dernières années, on dirait non, on va pas y aller, hein. Voilà, donc et on n'a pas, voilà, donc c'est véritablement, je dirais, des instructions qui se font pour chaque entreprise par rapport à différents paramètres, hein. Un paramètre d'intérêt pour la région, un paramètre de décarbonation, de circularité des chaînes de valeur, l'international, la création d'emplois. Donc, vous voyez, c'est tout ça ce qui construit. Il n'y a pas dans notre instruction comme il pourrait y avoir, comme il y a sur les marchés publics, de scoring, hein. Voilà. D'accord. Bon, bah écoutez, on vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions qui nous ont permis de mieux connaître et de mieux comprendre les accompagnements de la région Île-de-France dans le cadre de TPE PME. Je rappelle qu'il y a une deuxième présentation qui sera faite le 29 à 11 heures également. Ce webinaire propre va être de toute façon diffusé auprès de tous nos adhérents, mais on aimerait que certains soient à nouveau présents le 29. On avait ouvert 2 fenêtres. Merci beaucoup, Monsieur Morier, pour toutes ces informations. On se retrouve donc le 29 sur le même sujet, en Entendu. espérant avoir une audience aussi attentive. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée.